Je voulais simplement, remercier ceux qui contribuent à la réussite de ces réunions. D'abord Madeleine qui est à l'accueil, que nous ne voyons pas, mais qui a structure. Michel Leblay qui m'apporte un concours en tant que précieux efficace. Jacques qui nous filme et qui permet la diffusion de ces réunions. Tu as cité, Yvan, avant de vous passer la parole, deux parties de la devise de la marine, honneur et patrie. Il y a l'autre partie, c'est valeur et discipline. Tout à fait. Et je me demandais dans le livre, je cite les quatre. dans ces quatre mots, honneur et patrie, valeur et discipline, si on n'en trouve pas les quatre pôles de Heidegger dont tu parlais. Mais parfaitement, c'est ce que je pense, oui, tout à fait. C'est très bien remarqué. La discipline, c'est du côté de Dieu qui nous apporte la discipline. La valeur, c'est la valeur personnelle, donc qui s'oppose à la masse. Et honneur et patrie, patrie, c'est la terre, bien sûr. Terre, absolument. Et honneur, c'est le ciel, c'est la valeur suprême qui se trouve au-dessus de nous. On retrouve les quatre. Donc, Henri. Trois questions simples. Le président. Trois questions simples. La première, c'est le héros est-il un surhomme, le surhomme est-il un héros? Deuxième question, le martyr est un saint, le martyr est-il aussi un héros? Troisième question, l'héroïsme est certainement un aspect de la fonction guerrière. Le trouve-t-on aussi dans la fonction souveraine et dans la fonction productive? Productive. Dans les trois fonctions indo-européennes, oui. Alors, très intéressant. La première question, je crois que j'en parle d'ailleurs un peu dans le livre. La première question, c'est le héros. Est-il un surhomme? Le surhomme est-il un surhomme ou un surhomme est-il un héros? Le surhomme, c'est une notion qui est quand même historiquement délimitée parce que c'est surtout la valeur suprême de Nietzsche. Mais on n'a pas tellement parlé de surhomme dans l'histoire de la littérature. Le mot n'existe pas chez Shakespeare, chez Corneille. Donc le surhomme, je crois que c'est une variété de héros, effectivement, mais il ne peut pas être un surhomme, à mon avis, s'il ne peut pas incarner des valeurs héroïques, c'est-à-dire notamment un courage exceptionnel. S'il n'a pas de courage exceptionnel, ça ne peut pas être un surhomme. Donc le surhomme est un héros. Le surhomme est une forme de héros, oui. Et le héros est un surhomme? Au sens de Nietzsche, non, parce que le surhomme, il remplace Dieu. Alors, pour un chrétien, par exemple, non. Mais pour quelqu'un qui est purement nietzschéen, oui. Ça dépend de la référence. Le martyr et le martyr est-il un héros? Le martyr est-il un héros aussi? Bon, le martyr est un saint, ça c'est de la théologie, c'est admis. Le martyr est-il un héros? Je crois que souvent, oui, très souvent, c'est un héros. Toujours, je ne sais pas, mais très souvent, je vais vous donner un exemple très récent. C'est un jeune officier russe qui était encerclé en Russie par des djihadistes en Syrie, et il a vu que les djihadistes allaient s'emparer de lui, alors sans doute pour le maltraiter de façon considérable sûrement. Donc il ne voulait pas être capturé par les djihadistes, et par ses appareils électroniques, il a contacté l'état-major local de l'aviation russe en disant « Bombardez-moi, tuez-moi, parce que je ne veux pas tomber dans leurs mains. Et puis en même temps, vous tuerez tous les djihadistes qui sont autour de moi, parce qu'il y en a un paquet. » Et l'aviation russe a donné l'ordre de le bombarder, alors, donc il a été tué évidemment. Tous les djihadistes qui étaient autour ont été tués aussi par les bombardements russes. Et ensuite, les troupes russes sont arrivées quelques temps après. Ils ont récupéré le cadavre de ce jeune homme qui ensuite a eu droit aux honneurs nationaux, évidemment, à Moscou, au moment de son enterrement. Non, mais là, c'est un héros, c'est pas un martyr. Le martyr, c'est celui qui refuse d'abjurer sa foi, qui préfère mourir plutôt que d'abjurer sa foi. Mais là, il est martyr et héros. Il n'est pas martyr au sens chrétien du terme. Attendez, au sens chrétien. Il n'est que héros. Je vais vous passer la parole tous à tour de rôle, parce que, monsieur Labat, au fond, vous aviez... Il y avait une troisième question. Oui, il y a une troisième question. Le héros, oui, alors le héros est dans la fonction guerrière, ça c'est certain. Est-il dans la fonction souveraine? Alors d'abord, la fonction souveraine et la fonction guerrière sont souvent fusionnées, même, sont séparées, mais souvent fusionnées. Saint-Louis, par exemple, a sa fonction souveraine, mais enfin c'est aussi un guerrier, il va se battre, il fait même des croisades. Donc, à ce niveau-là, donc dans la fonction souveraine, on peut trouver des héros, bien sûr. Dans la fonction de production, alors là c'est moins évident, ça peut arriver je pense, il y a des cas individuels peut-être, mais c'est quand même moins évident parce que... Stakhanov, 14 tonnes.
Oui. Si on veut, oui. Non, mais il y a des cas, c'est pour ça que je disais, il y a sûrement des cas que l'on peut isoler. Mais disons que c'est moins courant, c'est-à-dire que les valeurs souveraines et les valeurs guerrières, les fonctions guerrières et souveraines, sont fondées sur le sacrifice de soi quand même. Hein. Devenir prêtre ou devenir militaire, il faut accepter un certain sacrifice de soi. Sinon, bon, si on a comme but numéro 1 dans la vie, mais c'est pas un crime bien sûr, par exemple de gagner de l'argent, ça vous porte moins à l'héroïsme que les deux autres fonctions. Voilà. Mais c'est statistique. Il peut toujours y avoir des exceptions. Merci, monsieur. Grégoire Canland. Oui, monsieur. Alors, j'aurais une question, cher Monsieur. Alors, vous avez parlé de Nietzsche. Que pensez-vous de la thèse de Nietzsche, selon laquelle le renversement des valeurs au détriment de l'héroïsme aurait été opéré par les prophètes hébreux du monde antique, et que ce renversement aurait culminé dans la mentalité du christianisme, tandis que le judaïsme proprement rabbinique au Moyen-Âge et de nos jours aurait justement amorcé un retour de l'Europe, de l'Occident, vers la morale des maîtres, c'est-à-dire vers la tradition indo-européenne et la morale des maîtres du monde antique qui valorise l'héroïsme. Donc, que pensez-vous de la thèse de Nietzsche, qui est à la fois anti-chrétienne et très, on peut dire, philosémique? Bon, d'abord, je sais que c'est un peu une des manies contemporaines, c'est de voir dans Nietzsche un philosémite acharné. Je crois que ça tient pas debout. Hein. Parce que si vous lisez vraiment beaucoup de Nietzsche, vous avez des phrases effectivement où, par exemple, Nietzsche n'aime pas les antisémites, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les antisémites qu'on aime les juifs. Il y a des phrases de Nietzsche qui sont terribles, je dois dire. Notamment, il y en a une où il fait dire à la pitié, une parole qu'elle n'a sans doute pas prononcée, mais enfin c'est Nietzsche qui lui fait prononcer cette parole-là. Hélas, hélas, le monde est tombé bien bas. Le César de Rome est devenu une bête, et Dieu lui-même est devenu juif. Je ne sais pas si c'est philosémite, moi je veux bien, hein, mais enfin c'est un texte de Nietzsche, on ne peut pas dire le contraire, il l'a écrit. Alors donc, probablement il a écrit tout et le contraire de tout, vous me direz, c'est pas un peu exclusif, c'est pas impossible, surtout chez un poète comme Nietzsche. Voilà, donc... en tout cas, le christianisme, ça dépend ce que vous appelez le christianisme, mais le christianisme a évidemment, comme toute religion, des interprétations variées, et il y a des interprétations qui excluent l'héroïsme, c'est celle que Nietzsche retient, mais il y a aussi des interprétations où, au contraire, l'héroïsme est poussé très loin, notamment dans les croisades, dans toutes les opérations guerrières qui ont pu être menées autrefois dans le passé sous la tutelle de l'Église, je veux dire. Et donc, par exemple, le christianisme orthodoxe russe, je ne sais pas si vous le connaissez très bien, moi je le connais forcément un peu maintenant parce que j'ai beaucoup de relations avec les Russes, il est quand même très guerrier, très patriotique. Ce christianisme-là, quand vous lisez les livres du patriarche, vraiment c'est pas celui de Nietzsche, c'est un autre christianisme. Alors est-ce que le patriarche a totalement tort et que Nietzsche a totalement raison? Je crois qu'il y a plusieurs interprétations comme toujours dans l'histoire, sur un phénomène donné. Le pape François, c'est le christianisme de Nietzsche. Oui, assez. Oui, assez, c'est vrai. On pourrait dire ça, peut-être. Olivier Piaget-Télé. Oui, en fait, est-ce que, au fond, puisque bon, vous décrivez un monde contemporain qui tourne le dos à l'esprit de l'héroïsme, mais est-ce que cette volonté un petit peu de tempérer l'esprit héroïque n'existe pas depuis l'Antiquité, dans le monde grec, où on essayait, je dirais, avec la morale, enfin avec la philosophie d'Aristote et des philosophes rationalistes, de tempérer ce qu'on appelait l'hubris, c'est-à-dire le sublime, des choses qui élèvent l'homme et qui font la transcendance. Un petit peu dans le monde antique, il y avait, dans le monde grec en particulier, cette volonté de tempérer l'héroïsme. Et finalement, l'héroïsme n'a jamais été aussi grand que finalement pendant la période médiévale, où le monde antique, où la philosophie antique était un peu abandonnée, enfin n'était plus connue, n'était plus... Ah non, là je ne peux pas vous laisser dire ça. Bah, je vous laisse répondre. Hein, non mais le monde du Moyen-Âge, c'est un monde pétri de philosophie grecque et de... D'abord, Platon d'abord et puis Aristote ensuite, saint Thomas d'Aquin. Enfin franchement, je ne comprends pas comment on peut comprendre saint Thomas d'Aquin en éliminant Aristote. C'est tardif dans le Moyen-Âge, c'est plutôt... Moi je parle... Oui, voilà, mais je veux dire, c'est plutôt la fin du Moyen-Âge, justement, qui fait le retour un peu du monde antique. Le milieu, enfin, si vous voulez... 13e siècle, c'est Notre-Dame, c'est la fin. C'est plutôt la fin. C'est le début du Moyen-Âge, enfin, moi je dirais c'est la période, enfin, c'est la période paléo-chrétienne avec Clovis, etc. Enfin, c'est le monde franc, en fait, je pense, qui relance vraiment l'esprit d'héroïsme par rapport à un monde grec
à mon point de vue. Maintenant, vous allez m'éclairer là-dessus. Hein, non, le monde franc, oui, bien sûr. Par rapport à un monde grec ou même le monde germanique était pétri de valeurs d'héroïsme dans sa religion païenne, etc. Mais le fait de s'être christianisé pour Clovis ne dit pas qu'il a changé de comportement. Tout à fait. Quant aux Grecs, là, je trouve sévère quand même, parce que dire que les Grecs ne sont pas passionnés par l'héroïsme, quand vous voyez la vie du Spartiate moyen, si je puis dire, si c'est pas de l'héroïsme, si la bataille des Thermopyles, c'est pas de l'héroïsme, c'est les Spartiates, hein, dont vous me parlez, c'est pas les Athéniens, qui justement la philosophie athénienne. Mais bon, pas du tout. Aristote, c'est le précepteur de qui? D'un grand guerrier, Alexandre le Grand. Oui, c'est vrai. Quand même. Et il était le précepteur, pourquoi? Parce qu'il avait été adopté, si je puis dire, comme précepteur par Philippe II. Et Philippe II était aussi un très grand guerrier, qui a fait l'unité de la Grèce d'ailleurs. Hein. Donc là, on est en plein monde guerrier, etc. Aristote n'a jamais dit que c'était pas bien, etc. Ça. Non, vous avez peut-être ce que vous dites, on le trouve effectivement chez les sophistes. Mais Socrate passe son temps à se battre contre les sophistes, et Socrate a fait 3 campagnes militaires où il a risqué sa peau. Où même tout le monde disait, mais Socrate est un véritable héros, parce que notamment il a sauvé Alcibiade. Alcibiade était prisonnier quasiment des ennemis, et il est allé au milieu des ennemis, mais tout seul, contre plusieurs ennemis, et tout ça se faisait avec une épée. Bon. Et puis il a réussi à tirer le corps d'Alcibiade et à le ramener du côté des Grecs. Alors si ce n'est pas de l'héroïsme, vous voyez. Alors par contre, il y a une fraction effectivement de la Grèce antique tardive avec les sophistes. Alors qui effectivement va dériver tout à fait dans ce que vous dites, ou Diogène, etc., tout ça. Ça existe, c'est vrai. Mais le classicisme grec, disons, jusqu'à Aristote pratiquement, cultive l'héroïsme, et puis eux-mêmes, ils disent tous, d'ailleurs, ils sont à peu près tous d'accord là-dessus, sauf Platon, qu'il faut que les enfants soient enseignés à partir des œuvres d'Homère. Les œuvres d'Homère, c'est de l'héroïsme en permanence. Donc, non, là, on peut, sauf une période finale, et puis ça concerne quelques intellectuels à Athènes surtout. Hein. Michel Leblay. Oui. Vous avez très justement parlé de Stauffenberg et de Canaris. Et la question que je voulais vous poser, c'est donc il y a l'échec de ce complot du 20 juillet 1944, parce que Stauffenberg, en quittant la pièce, a créé un aléa. S'il avait sacrifié sa vie, il est très probable qu'Hitler aurait été tué. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de courage exceptionnel. Je ne veux pas du tout ignorer le geste de Stauffenberg qui était extraordinaire, mais s'il avait fait directement le sacrifice de sa vie, c'est-à-dire s'il avait considéré que de toute manière, il restait avec sa bombe, il mourrait avec, il serait quasiment sûr de tuer Hitler, tandis que là, il a créé un aléa, c'est-à-dire que pour lui, il y avait une suite, et donc il n'a pas fait directement le sacrifice de sa vie, il a risqué sa vie, et bon, finalement il a été fusillé. Il a perdu. Oui. Mais ce que je veux dire par là, on est tout à fait dans la nuance entre l'homme qui vraiment sacrifie la vie, vous avez tout à fait raison, à la guerre, il y a des hommes qui sacrifient leur vie, là, il n'a pas directement sacrifié la vie, il a sa vie, il a commis, enfin son geste est exceptionnel, mais en quittant le bunker, il a créé un aléa. Il a essayé quand même de sauver sa vie. Je ne le condamne pas pour cela. Donc on est dans le domaine de la nuance. Mais il ne fait pas ça pour sauver sa vie. Complémentaire, alors est-ce que seuls les kamikazes sont des héros? Voilà. Est-ce qu'il faut être un kamikaze pour être un héros? C'est pour ça que c'est ça qui est Michel Leblay. Je pense que Stauffenberg... On va revenir sur la question d'Henri de Lesquen sur les kamikazes. Je crois, hein, je n'étais pas dans sa peau, mais je pense que Stauffenberg était persuadé que son attentat réussirait. Et il comptait prendre la tête d'un gouvernement avec un certain nombre de généraux, etc. Ils avaient fait tout un réseau. Ils ont tous été exécutés d'ailleurs, hein, mais c'était un certain nombre, des colonels, des généraux, etc. Et ils voulaient prendre le pouvoir et appliquer un programme politique dont je vous ai lu un tout petit passage tout à l'heure, parce qu'ils voulaient participer à la construction d'une plus grande Allemagne après Hitler. Quoi. Bon, c'est peut-être fou, mais c'était comme ça. Et donc, qui aurait réussi probablement. Alors, si c'était resté, disons, collé à sa bombe, en admettant que, on ne sait pas, peut-être que ça n'aurait pas marché non plus. Mais là, en tout cas, il ne pouvait plus gouverner après. Hein. Il avait cette perspective dans l'esprit, je crois. La question d'Henri sur les kamikazes. En général, les kamikazes d'origine, et puis les kamikazes islamistes d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs des héritiers des kamikazes des tigres de l'Ilam. Ce sont les tigres de l'Ilam qui ont lancé à l'époque moderne la mode du suicide, de suicide. Moi, je ne vais pas répondre à la place d'Yvan Blot, mais je dirais que les kamikazes japonais
ils s'en prenaient à l'armée régulière américaine, en uniforme et qui est armée. Les kamikazes d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les kamikazes d'aujourd'hui, ce sont des gens qui s'en prennent aux civils et qui égorgent des femmes innocentes. Donc c'est deux choses. Je ne crois pas qu'on puisse appeler aujourd'hui les islamistes qui égorgent, je ne veux pas qu'on puisse les appeler les kamikazes. Les Japonais, d'ailleurs, paraît-il, n'aiment pas qu'on qualifie bien sûr, c'est sûr. Les auteurs d'attentats Actuellement. Ils sacrifient cependant leur vie de kamikazes. Absolument. Oui, parce qu'ils ont le raisonnement de Pierre Milan, c'est-à-dire, effectivement, on considère que ce ne sont pas des... ils sont déshonorants, enfin, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Absolument. Le héros est courageux, il risque sa peau, mais il a le sens de l'honneur. Il ne va pas s'attaquer à une femme avec un bébé. Bon, ça, c'est pas pensable chez un héros occidental, au sens occidental du terme, ou au sens japonais. Monsieur. Cher Yvan Blot, j'aurais une autre question. Alors, vous avez évoqué la thèse de Heidegger sur laquelle le capitalisme moderne serait allié de pair avec une dégradation des valeurs héroïques. Alors comment expliquez-vous que dans ces trois pays que sont la Russie, qui est orthodoxe religieusement, Israël qui est judaïque, rabbinique, et la Thaïlande qui est bouddhique, comment expliquez-vous que ces trois pays soient arrivés à concilier le capitalisme moderne et une économie puissante avec le maintien de la tradition héroïque, en particulier la Thaïlande, qui est vraiment la Mecque des arts martiaux, si je puis dire. Alors que dans des pays de confession catholique ou protestante, le capitalisme a eu tendance à gommer la tradition héroïque à mesure qu'il avançait. Donc, comment vous expliquez ce clivage? Ça dépend de quoi on parle. Mais si on parle de Heidegger, Heidegger ne dit pas que le capitalisme, je ne sais pas, détruit l'héroïsme, et puis il condamne d'une même manière le capitalisme, le communisme et même le national-socialisme avec lequel il est rentré en désaccord, comme vous savez, à la fin de sa vie, ce qui fait que ça lui a valu de se retrouver avec une pelle dans les tranchées, bon, à la fin de sa vie, Heidegger, oui. Et alors, Heidegger considère que ces trois systèmes sont dominés par la technique. Le capitalisme fait l'éloge dithyrambique de la technique sans limite, le communisme exactement la même chose, et le nazisme exactement la même chose. Et il pense que ces trois systèmes sont des systèmes inhumains parce qu'ils sont utilitaristes. Ils sont trois incarnations différentes de ce qu'il appelle le Gestell, c'est-à-dire l'arraisonnement utilitaire. Et il considère que dans les trois systèmes, il y a un arraisonnement utilitaire qui les rend inhumains en quelque sorte. Et donc il en appelle en fait à un quatrième système, c'est ce que fait Dugin d'ailleurs. La différence c'est que le philosophe russe Dugin, lui, a essayé d'écrire sur ce quatrième système, ce que Heidegger n'a jamais fait de façon explicite. Mais donc il y a un appel en creux à un quatrième système et une condamnation des trois systèmes modernes existants qui ont été le communisme, le fascisme et le capitalisme. Et il condamne les trois en fait. Pierre, pour réagir à ce que vient de dire Yvan, je vois bien le Gestell, le raisonnement utilitaire dans la société marchande du capitalisme américain. Je le vois bien dans la société communiste, mais je ne le vois pas dans la société hitlérienne, enfin dans le régime socialiste national de Hitler qui a duré de 1933 à 1945. Bien que ce fût socialiste, c'était un socialisme fasciste, et donc un socialisme héroïque. Et je ne vois pas le raisonnement utilitaire. Non, mais Heidegger... Pas plus que chez Mussolini, oui, non, mais le fascisme est héroïque. Oui, mais enfin, le communisme aussi est héroïque, je suis désolé. Enfin, les soldats de l'armée rouge, s'ils n'étaient pas héroïques, qu'est-ce qu'ils étaient? Je suis désolé, moi je ne vois pas pourquoi on retirait à Yukov le qualificatif d'héroïque qu'on va donner à Stauffenberg, il n'y a aucune raison. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Ouais. Non, mais je dis que Heidegger n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'héroïsme dans les régimes du Gestell. Il dit simplement que ce sont des régimes dominés par l'utilitarisme et par la technique. Bon, que le nazisme soit dominé par la technique, c'est assez évident. Bon, ah bah si, il magnifiait la technique tout le temps. Mais dire, j'ai une brochure, moi, qui vient directement du Nidaigle, parce que j'ai eu un de mes ancêtres dans ma famille qui était dans la division Leclerc et qui donc a pillé un peu le Nidaigle et qui a ramené 3-4 bouquins du Nidaigle. Et il y a un livre nazi qui montre Hitler qui passe sa vie, si je puis dire, à avoir des Volkswagen en construction, avoir des motos, avoir des avions. Le futurisme italien. Si, il y a l'éloge de la technique. Si, il y a un énorme éloge de la technique. Mais pour répondre à Grégoire Canlorbe sur sa question, puisqu'il parlait de la Thaïlande, du Japon et d'Israël, ce sont trois pays qui ont maintenu
un fort nationalisme, enfin un fort esprit national. Et l'esprit national a toujours besoin, je pense, de héros et de figures de héros. Alors quand on parle du capitalisme, il me semble qu'on parle toujours... Il y a toujours un problème dans notre terminologie, on parle du capitalisme mondialisé, qui lui n'a pas du tout besoin de héros, puisqu'on ne combat plus personne, on vend à tout le monde. Donc là, l'héroïsme ne sert plus à rien. Mais dans un capitalisme national, comme c'est le cas d'Israël, effectivement, qui est entouré de pays ennemis, de la Thaïlande ou du Japon, forcément, la figure du héros va être maintenue, elle a toute sa place. Je suis assez de votre avis, parce qu'on pourrait tenir le même raisonnement sur l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est la même chose. À partir du moment où Staline a fait le choix contre Trotsky, en disant on fait le communisme dans un seul pays, il crée une division entre l'Union soviétique et le reste du monde, et à ce moment-là, il va y avoir un patriotisme soviétique qui va se développer. Trotsky, du point de vue du pur marxisme, avait raison, il fallait le faire dans le monde entier ou nulle part, du point de vue de la théorie pure. Monsieur au fond. Est-ce que Donald Trump ne serait pas justement un marchand héroïque? Ah si, c'est un marchand. Se bat, non mais c'est un marchand, mais aussi je crois qu'il a été dans une école militaire plus jeune. Et actuellement, en tant que président des États-Unis, il est véritablement héroïque puisqu'il défend la civilisation occidentale. Donc, et il contre la superclasse mondiale, Donc est-ce que c'est pas l'emblème, l'image emblématique d'un marchand qui a des valeurs héroïques? Non. Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est un homme courageux, ça c'est certain, pour faire les campagnes électorales qu'il a faites en défendant le peuple contre les élites. Bon, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est certain. Maintenant, où est-ce qu'il va conduire les États-Unis? Je crois que personne ne sait trop véritablement où on va, parce que le problème des États-Unis, c'est que c'est une oligarchie, que le président n'a pas tous les pouvoirs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que Trump, apparemment, a des ennemis internes tellement puissants que... Alors, il y a tous les jugements possibles sur Trump. Il y a ceux qui disent c'est quand même lui qui dirige tout. Et puis, il y a ceux qui disent non, il est tombé sous la coupe du complexe militaro-industriel, c'est la CIA qui dirige et il obéit aux ordres qu'il reçoit du système militaire américain, qui est lui-même un sous-produit du système industriel américain. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, ça, il y a celui-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est complexe. Je crois que Trump, s'il y a vraiment un cas qui est complexe, c'est-à-dire qu'il laisse tout le monde perplexe aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec le président Poutine, c'est dommage, mais je sais pas ce qu'il en pense lui-même. Enfin, en tout cas, les Russes sont très perplexes devant le phénomène Trump. Au moment de la campagne électorale, ils étaient tous pour Trump, parce qu'ils se sont dit, les Russes, ils étaient tous pour Trump, l'état-major. Ils pensaient que tous les problèmes se résoudraient, et puis finalement, aucun problème ne se résout. Alors, on a quand même évité une guerre, oui. Vous avez raison. Je voulais remercier vivement Yvan Hublot pour cet échange très riche. J'allais dire comme d'habitude avec lui, et vraiment, ça, il ne nous déçoit jamais. Merci encore Yvan. Merci à vous de votre participation.